Merci de votre fidélité au cœur de 7 jours en Afrique de ce samedi. Nous allons passer à la loupe la décision du président libérien George Weah de dispenser les étudiants du premier cycle des universités publiques des frais d'inscription. Également à l'analyse l'actualité camerounaise. Paul Biya réélu président, mais il y a polémique. Pourquoi? Question à décrypter. Enfin, on parlera de la Guinée-Conakry avec ce regain de tensions politiques. Pour le débat, Élisée Ribel Abel Adjovi, bonjour. Bonjour Fortune Hondefa, chers téléspectateurs, bonjour. Journaliste, vous êtes internationaliste, mais également écrivain. En face de vous, Jean-Claude Dossa, bonjour. Bonjour Fortune, bonjour chers amis téléspectateurs. Journaliste également, directeur de publication du journal Droits Humains Info. Bienvenue à toutes et à tous. Au nom du peuple libérien et de mon gouvernement, je déclare libre de droit d'inscription à l'université du Libéria pour les étudiants du premier cycle ainsi que pour ceux de toutes les autres universités publiques au Libéria. Eh bien, cette annonce du président George Weah est accueillie avec joie dans son pays au Libéria. Comment accueillez-vous autour de ce plateau cette décision, chers confrères? Mais je crois que c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral parce que George Weah, Mr. George, avait promis vraiment de lutter contre la pauvreté et de relancer l'économie. Et donc, nous savons très bien la situation de ce pays qui a quand même connu vraiment près de 2 décennies de guerre. Donc un pays qui a besoin de ressources en réalité. Qui a besoin de beaucoup de ressources. On sait comment, lorsque ce qu'on appelle la communauté internationale envoie également les ressources, comment ces ressources sont gérées. Donc, et vous savez, vous ne pouvez pas faire le développement sans les ressources humaines, les ressources humaines qualifiées. Et donc, il a bien compris qu'il n'y a de richesse que d'hommes et que donc le Libéria a besoin que la jeunesse soit bien formée pour répondre aux défis qui sont ceux du Libéria de 2018. Et je pense que George Weah, en le faisant, il faut le saluer. C'est un leadership qui doit être apprécié parce que lui-même, il n'a pas eu cette grâce, c'est vrai, qu'il a été grand footballeur, ballon d'or d'ailleurs, le seul ballon d'or africain, grand footballeur, grand attaquant au PSG, également au Milan AC. Mais pas grand diplômé. Pas grand diplômé. Donc en le faisant, il donne quand même une chance extraordinaire à la jeunesse libérienne pour se faire former. Parce que quand vous avez une jeunesse qui connaît les enjeux, alors cette jeunesse peut faire face aux défis. On rappelle quand même, on parle là des frais d'inscription pour le premier cycle donc des universités libériennes, et cela intervient dans un contexte d'augmentation des frais d'inscription en raison d'une forte inflation et de la chute du dollar libérien. Sont impactés d'ailleurs pas moins de 20 000 étudiants, et sur ces 20 000, 12 000 ont pu s'inscrire. Cela signifie, Jean-Claude Dossa, qu'on était quand même dans une urgence. Oui, forcément. Vous savez, ça a été dit, l'accès de la jeunesse à l'éducation devrait être une priorité pour toute nation. Je pense que c'est dans cette logique qu'il faut saluer effectivement cette décision qui témoigne de ce que le président George Weah a été bien inspiré par rapport à cette mesure sociale, qui est éminemment sociale. Et je pense que tout le monde sait le chemin qui a été celui du Libéria, les difficultés rencontrées. Et donc, George Weah venu incarner l'espoir pour ce pays. Je pense qu'à travers cette mesure, à travers un certain nombre d'actions déjà, est en train de justifier la confiance qui a été placée en lui. Vous savez que le contexte était tel qu'un certain nombre d'étudiants se retrouveraient dans une situation d'incapacité de poursuivre leurs études, d'avoir donc accès à cette connaissance, alors que le pays, sorti de longues années de guerre, a un besoin urgent de main-d'œuvre qualifiée. Vous savez également qu'avant cette crise, cette inflation de la monnaie libérienne, il y a eu une importante somme d'argent qui s'est volatilisée dans la nature, donc privant ainsi les caisses de l'État de ressources importantes. Parlant justement des caisses de l'État, est-ce qu'elles sont suffisamment
bien garnie pour faire face au vide que devrait créer justement donc la suppression de ces frais d'inscription? Mais vous savez très bien que même si nos ressources sont limitées, il y a quand même, en tout cas, suffisamment de moyens pour faire l'essentiel. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'argent qui sont distraits dans des choses qui ne sont pas forcément profitables au plus grand peuple. Tout est une question de stratégie et de choix politique. Et je pense qu'en faisant ce choix, Georges Weah est en train d'investir dans l'avenir du pays, puisque quelqu'un le dirait, il y a de richesses que d'hommes. Et donc nous savons que le Libéria, comme la plupart de nos pays, la jeunesse, c'est quand même au moins 60% de la population. Lorsque vous permettez à ce que au moins le premier cycle, donc au moins au niveau bachelor, on a des jeunes qui sont instruits. C'est l'assurance que avec ce niveau, rentrant dans le domaine du travail, et ils peuvent vraiment constituer une force d'action, et cela est très important, parce que si vous n'avez pas une jeunesse instruite, vous ne pouvez pas construire votre développement comme il le faut. Vous êtes obligé de faire appel à l'expertise étrangère, et je pense que ce que Georges Weah est en train de faire montre vraiment que là également, il le fait parce que certainement, je ne connais pas toute son histoire, s'il avait eu les moyens, il serait allé loin. Et donc, en le faisant, pas juste une annonce populiste, une vraie volonté d'impacter et effectivement de donner la chance à ses compatriotes d'avoir accès à l'éducation. Je pense que c'est pour le Libéria, c'est extrêmement important, comme d'ailleurs pour tous les autres pays africains, d'où l'intérêt également d'inviter nos dirigeants à suivre ce bel exemple de mesures sociales. Certains de ces dirigeants qui commencent d'abord par le primaire, d'autres qui vont jusqu'au secondaire. On peut citer le Bénin dans ce genre de situation, et le Libéria qui indique quand même le chemin par le supérieur. On avait, puisqu'on a cité le cas du Bénin, il y a eu cette velléité, cette volonté de supprimer les frais d'inscription à l'université, mais on a dû revenir rapidement ce qui témoigne également que la logique du Bénin n'était pas forcément celle que nous voyons avec le président Georges Weah, parce que le recul des autorités béninoises est dû aux résistances qui ont été notées au sein de l'opinion publique. Donc nous, je pense qu'à notre niveau, nous ne sommes pas encore dans cette logique qui permettrait à la jeunesse d'avoir véritablement accès à des études au niveau supérieur. Donc un exemple là-sur... Oui, pour nous, au Bénin, par exemple, en tout cas dans le domaine de l'éducation du supérieur. Le Libéria, un pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest, quand même l'un des pays les plus pauvres, justement qui, disons, essaie quand même de supprimer ces frais dont il a quand même besoin pour réaliser un certain nombre d'infrastructures pour le pays. Oui, il ne faut pas oublier qu'on est au Libéria, et qu'au Libéria, on a une population autochtone nombreuse qui est quand même dans une situation d'infériorité, comme en Afrique du Sud presque, et des métis, si je peux m'exprimer ainsi, américains, libériens, et qui ont également au niveau des terres, parce que vous savez, en septembre déjà, le président Georges Weah a déjà promulgué une loi sur la propriété terrienne, et dans ce cadre-là également, vous savez que c'est ça fait partie des raisons pour lesquelles la guerre de 2005 a été déclenchée. Donc c'est une décision qui va profiter voilà, donc, à la grande majorité. Voilà, parce que la grande majorité de la jeunesse, les gens n'ont pas les moyens pour aller s'inscrire à l'université. Donc en le faisant, il veut maintenant amener également une certaine, comment je vais dire, une certaine il y a une expression, ségrégation positive, discrimination positive de la part des, vous m'excusez l'expression, mais c'est important, des Libériens de souche qui sont dans une situation de paupérisation qui ne leur permet pas d'aller à l'école, d'avoir une formation qualifiante qui pouvait leur permettre d'avoir de bonnes positions dans les entreprises et autres. Donc en le faisant, il veut essayer, parce que quand même c'est le deuxième président libérien
c'est-à-dire que autochtone qui vient à la tête du pays. Donc après Charles Taylor. Voilà, après Charles Taylor. Donc il veut faire en sorte que, à travers son passage, même si c'est 5 ans, même si c'est un mandat ou 2 mandats, qu'après lui, qu'on puisse dire quand même qu'il a porté un peu vers le haut le peuple autochtone libérien. C'est aussi important cet aspect. De souligner cet aspect, Jean-Claude. Oui, en disant simplement que je vois la chose surtout en termes de mise en œuvre des réformes du président, parce que je l'ai dit un peu plus tôt, George Weah est arrivé dans un contexte de grandes difficultés pour le pays, avec une économie pratiquement exsangue avant le départ de Ellen Johnson Sirleaf. Il continue de porter beaucoup d'espoir. Je pense qu'il est en train de décliner un peu son programme d'action en faveur donc d'un mieux-être pour ses compatriotes. Et cette mesure éminemment sociale participe surtout de la lutte contre la corruption qu'il avait annoncée. Au Libéria, qui est donc son cheval de bataille quand il était en pleine campagne électorale. Il s'est fait élire d'ailleurs sur ce thème-là, entre autres. Alors on va passer au Cameroun. Le président camerounais Paul Biya qui est reconduit à la tête du pays pour un nouveau mandat de 7 ans. À 85 ans, peut-il encore diriger le Cameroun? Question. Mais avant de débattre de cela, eh bien, chers confrères, on va d'abord s'intéresser à une annonce qui défraie la chronique actuellement au Cameroun. C'est celle de construire un logement au président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, celui-là même qui a proclamé les résultats de l'élection présidentielle. Et apparemment, c'est justement cette coïncidence de date qui fait que le sujet fait polémique. Oui, je crois que, personnellement, je pense que le calendrier, effectivement, pose peut-être un peu de problème parce qu'on estime que le président Paul Biya a eu son 7e mandat dans des conditions douloureuses et que quelques jours plus tard, à peine 48 heures et autres, on annonce la construction d'une résidence pour le président du Conseil constitutionnel. Comme si c'était une récompense. Ça peut faire comme si c'était une récompense, mais en vérité, nous devons nous en arrêter aux faits. Et quand on en vient aux faits, on voit que le président du Conseil constitutionnel camerounais n'avait pas de résidence et qu'on a estimé que l'institution qu'il incarne devrait avoir une résidence et que ce n'est pas une résidence privée, c'est une résidence à partir de maintenant et pour toujours pour le président du Conseil constitutionnel et à partir de ce moment tous les présidents justement du Conseil constitutionnel. Donc à partir de ce moment, il ne faut pas mélanger les résultats de l'élection et cette affaire de résidence. De toutes les manières, si c'est vraiment une résidence qui est prévue pour le président du Conseil constitutionnel, donc pour l'institution qu'il incarne, je pense que le reste, on peut palabrer comme nous en avons l'habitude en Afrique, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. On va parler justement de la gouvernance de Paul Biya, 85 ans, réélu à la tête du pays. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est déjà une erreur politique, que juste après la proclamation des résultats présidentiels qu'il porte une fois encore à la tête du pays, d'annoncer la construction de ce logement-là? Oui, franchement, je ne vois pas. Qui va coûter quand même personnellement, plus de 200 millions de francs CFA. Personnellement, je ne vois pas l'urgence de cette annonce. Je ne vois pas l'opportunité qu'on gagne à travers une telle annonce dans un contexte aussi trouble que celui dans lequel pratiquement vit le Cameroun depuis cette élection présidentielle. Je pense qu'on a tous en mémoire ce qui s'est passé avec le président de la Cour suprême, si j'ai bonne mémoire, du Kenya, qui a retrouvé dans son compte une certaine somme qui a dû retourner. Qui a dû retourner. Donc, lorsqu'on est avec de telles personnalités, des acteurs clés du processus électoral, et qu'on retrouve dans une poursuite plus ou moins de récompense, donc les voix en train d'être récompensées pratiquement, on a des questions à se poser. Il aurait dû attendre, bien sûr, je pense que c'est une polémique dont on pouvait faire économie, parce que il est totalement légitime de prévoir une résidence pour le président du Conseil constitutionnel. Personne n'aurait à redire par rapport à une telle initiative. Mais le contexte aujourd'hui... Le timing n'était pas bon, selon vous. N'était pas bon du tout. On aurait pu, me semble-t-il, gagner, se priver, sinon faire économie de cette polémique en prenant le temps de... Oui, pendant que mon vis-à-vis parlait,
je me suis vu en train de réfléchir à la situation et à penser à la guerre de communication, de la guerre de 4e génération, la guerre de la communication. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'était pas prévu par l'État camerounais de construire une résidence pour le président du Conseil constitutionnel, qui est une institution, et que justement le dossier faisant son chemin, pour amener davantage de brouille dans la situation actuelle, on a balancé ça comme une information, comme si c'est maintenant que c'est prévu. Je trouve que c'est aussi une hypothèse à ne pas écarter dans la situation et que ce n'est pas forcément au lendemain que le dossier a commencé, mais peut-être que c'est un dossier qui était déjà là et qui est en train d'évoluer et qu'on a réveillé pour dire qu'en fait c'est comme si c'est dès que le monsieur a proclamé les résultats qu'on a amené ce dossier de construction. Or peut-être c'est un dossier qui existait déjà et la guerre de communication pour montrer qu'il a fait du faux, on a amené ça, on a placardé. On a placardé et puis on en parle. Dans ce bras de fer politique, tous les moyens, chacun utilise les moyens qui sont à sa portée. Je pense que d'où l'intérêt pour nos dirigeants également d'être régulièrement dans une démarche de transparence. Lorsque vous avez pris l'habitude de montrer une certaine transparence vis-à-vis de vos compatriotes, vis-à-vis de votre peuple, dans de telles circonstances, vous avez la latitude également de venir aisément montrer, preuve à l'appui, que ce n'était pas forcément le processus a démarré bien avant et que c'était prévu d'ailleurs qu'à tel moment... Le camp du président Paul Biya n'aurait pas suffisamment communiqué, c'est cela n'aurait pas trouvé les meilleurs arguments pour montrer que convaincre. Cette initiative remonte à plus loin. On parle maintenant des défis qui attendent et le Cameroun et son ancien nouveau président Paul Biya, défis sécuritaires, défis d'unité nationale, entre autres. Est-ce qu'à 85 ans, il peut encore... disons, conduit la barque? Grande question que se posent les observateurs que nous sommes. Il est vrai qu'on dirait que la gestion d'un État, même si officiellement nous la confions à un individu, c'est un ensemble, c'est tout un système collégial. Voilà, c'est un système qui gère un pays, mais celui qui a la tête réellement doit pouvoir être à même de conduire la barque. Et avec le président Biya, on a l'impression, la sénilité aidant, qu'à 85 ans, on ne dispose pas on ne dispose plus forcément de toutes ses facultés. On ne dispose plus totalement de toute son énergie pour mener à bien les réformes qu'on aurait en vue. Je pense que le cas du Zimbabwe, pour ne pas citer le pays, même si certains pourraient ne pas être d'avis, je pense que certaines sorties, certaines actions nous montraient effectivement que l'âge peut, à certains moments, devenir un facteur limitant pour le dirigeant. Alors, à 85 ans, on a des raisons de se poser des questions, mais le Cameroun, même hors du pays, Paul Biya nous a habitués à le gérer. Donc on suppose que le problème ne va pas forcément se poser, puisque le système semble bien rodé à la tête du pays. Vous parlez justement du système Biya. Ce système peut-il encore justement faire face aux défis actuels? Est-ce qu'on doit craindre que cette situation de fissure qui se crée dans le pays, déjà la partie anglophone et la partie francophone, et les séparatistes qui font la pluie et le beau temps, est-ce que c'est une situation qui va, disons, aller de mal en pis avec cette élection d'un homme qui est quand même a le poids de l'âge? Comme je l'ai écrit dans une chronique pas plus tard que vendredi, donc hier, dans le quotidien du service public au Bénin, La Nation. Je pense que effectivement, quand on voit Paul Biya, 85 ans, 36 ans au pouvoir, avec un score, soit 11, plus de 11%, on a l'impression que c'est un jeu. Et la longévité, donc, avec lui, de son système, voilà, vous avez dit 36 ans, donc ce système qui a duré pendant 36 ans. Oui. On peut dire que ce n'est pas une bonne chose, près de 4 décennies. Mais en réalité, si l'on voit tout ce qui s'est passé depuis 2009, on en a parlé à plusieurs reprises ici, je pense que sans être complètement en guerre, le Cameroun ne demeure pas moins un pays en état de guerre. Et donc, dans ces conditions, la présidentielle de 2018 avait derrière
un défi sérieusement sécuritaire. Et donc, dans ces conditions, il y avait deux choses, à mon avis, que l'opposition aille en rang serré, en dégageant un candidat unique. Ce qui n'a pas été le cas. Ils n'ont pas confiance les uns dans les autres. Et donc, ça ne va pas. Ils ne peuvent pas aller en rang dispersé dans une élection à un tour et espérer gagner cette élection. Deuxième chose, dans le camp présidentiel, certainement, en voulant régler la crise islamiste dans le nord, la crise anglophone également au nord-ouest et également au sud-ouest, Paul Biya n'a pas eu le temps de se choisir un dauphin pour le camp présidentiel. Donc, dans ces conditions, il y avait deux choses. Soit lui-même vient, ou alors il dit « je suis fatigué » et il laisse la place à l'armée. Et donc, dans ces conditions, il devrait... Non, moi je pense que, contrairement à ce qu'on distille sur un certain nombre de médias, que Paul Biya a fait beaucoup de choses et aujourd'hui, on peut dire, on est dans la mise en action que ce soit, il y a la manne pétrolière, mais pas que. On a le Cameroun en Afrique centrale comme un pays particulier qui s'est donné également à l'agriculture. On parle même d'agriculture de troisième génération. Il faut qu'il y aille. Il faut qu'au niveau également de l'élevage, comme il a promis, également au niveau, on sait très bien qu'au niveau des infrastructures, que ce soit socio-communautaires, routières, sans oublier l'autoroute Douala-Yaoundé, tout cela, et le port de Kribi. Vous savez très bien qu'il a bien des chantiers qui sont là, qu'il faut renforcer maintenant. Deux choses principales. Oui, il faut un gouvernement d'union nationale, c'est très important. Et deuxièmement, il faut qu'il continue de gérer avec les autres pays la question sécuritaire au niveau du Nord par rapport à la crise, comment on appelle, islamiste. Et de l'autre côté, la carotte pour organiser des concertations avec ceux avec qui on peut discuter dans un dialogue politique pour la crise anglophone, et le bâton pour éventuellement arrêter toute action subversive. Et je pense que cela est très important. Vous suivre dans cette analyse, c'est bien tout cela que nous allons observer dans les tout prochains jours, semaines et même semaines. Même mois. On va finir rapidement avec la Guinée-Conakry, la Guinée qui est à nouveau secouée par des tensions politiques bien fortes. Un manifestant a été tué par balle lors de la marche de l'opposition mardi 23 octobre dernier. Selou Dalen Diallo, l'opposant historique, dit avoir échappé à une tentative d'assassinat une semaine en Guinée, Alban Mevor. Mardi, en fin de matinée, le leader du parti UFDG s'apprêtait à rejoindre ses partisans à qui il avait demandé de se mobiliser pour dénoncer les conditions d'installation des conseils communaux. Mais Selou Dalen Diallo raconte que sa voiture a été arrêtée par les forces de l'ordre à 2 km à peine de son domicile. De leur côté, les autorités mettent en doute les propos du chef de file de l'opposition guinéenne. Le ministre de l'Information, Amara Somparé, assure qu'aucun coup de feu n'est venu des gendarmes et policiers. Le ministre de l'Information précise par ailleurs que la marche était interdite par les autorités en raison d'un risque important de troubles à l'ordre public. Une décision ignorée par les manifestants privés, estime-t-il, de marche depuis le mois de juillet. Il faut préciser qu'un jeune étudiant de 18 ans avait été tué par balle après avoir été arrosé de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Alors, Jean-Claude Dossa, l'opposition est-elle dans la surenchère ? La question mérite d'être posée, mais je pense que c'est le propre de nos pays africains de voir l'opposition lorsqu'elle aspire effectivement à un certain nombre, lorsqu'elle a un certain nombre de revendications, de vouloir frontalement affronter le pouvoir en place qui généralement également résiste avec plus ou moins de légitimité, une certaine résistance aux velléités de l'opposition. Le cas guinéen est un cas qui semble revenir plus ou moins régulièrement parce que les manifestations, je pense que le chef de file de l'opposition dénombrait le nombre de morts en disant que le jeune tué le 23 octobre était le 97e mort depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Donc, preuve à l'appui, il a semblé montrer effectivement qu'il y avait eu des actions en sa direction. Mais le fait également que l'opposition ait bravé une interdiction amène à se demander si
si, en raison d'un certain nombre de préoccupations, de doléances que l'opposition a, elle est en droit également de revendiquer de cette façon-là. D'ignorer également la légalité. Alors, je pense que l'opposition, naturellement, c'est propre à nos pays, comme je l'ai dit, va faire monter, va pousser le bouchon toujours un peu plus loin, tandis que le pouvoir également ne va pas se laisser faire. Donc je pense, pour finir, que la Guinée a intérêt, en tout cas, à faire en sorte que le dialogue qui a été amorcé depuis un certain temps puisse véritablement être renoué entre les différentes parties, faire en sorte que la liberté d'expression, la liberté de manifestation soit de moins en moins réprimée, comme c'est le cas depuis. Le dialogue qui ne prospère toujours pas en Guinée, le sujet au cœur de cette vague de mécontentement, c'est autour de l'installation des conseils communaux. On sait qu'avant ces élections-là, pendant ces élections et après ces élections, il y a eu des échauffourées. Donc la Guinée est toujours dans ce regain de tension politique. La même question, l'opposition, est-ce qu'elle exagère ? Personnellement, je pense que l'opposition exagère, mais en même temps, l'opposition a peur depuis que le président de la Cour constitutionnelle a été démis de ses fonctions et que donc l'opposition n'a pas confiance en la Cour qui va délibérer prochainement pour les élections. Moi, je pense qu'il y a également de la surenchère. Ce qu'il faut, personnellement, oui, je pense que pour le moment, on ne peut pas faire un mauvais procès au professeur Alpha Condé, puisqu'on lui présente un troisième mandat qu'il aurait envie d'avoir. Je pense que pour le moment, on lui prête d'intention. Pour le moment, on lui prête des intentions. De toutes les manières, après 60 ans d'indépendance, la Guinée n'a pas besoin de ça. Il faut que les uns et les autres fument le calumet de la paix. Mais il s'agit de la politique. On va suivre cette situation de près. Merci beaucoup à vous, Élisée Ribel Abel Adjovi, journaliste internationaliste et écrivain. Merci également à vous, Jean-Claude Dossa, journaliste, directeur de publication du journal Droits Humains Info. Merci à toutes et à tous et à samedi prochain.